Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va poursuivre la discussion hockey et particulièrement sénateur avec notre prochain invité du LNH.com. C'est avec un énorme plaisir qu'on parle avec Jean-François Chaumont. Jean-François, d'ailleurs, tu étais dans la capitale il n'y a pas longtemps, puis tu as publié d'ailleurs un excellent article sur les succès de Shane Pinto qui semble vouloir prendre les rênes du club d'une certaine façon avec l'absence de Brady Tkachuk. Un gars qui t'impressionne, Pinto, en ce début de saison? Oui, mais écoute, j'étais curieux de voir, avec l'absence de Brady Tkachuk, pratiquement, là, on parle de plus qu'un mois, presque 2 mois sans Tkachuk, de voir qui était pour prendre le relais chez les sénateurs. Shane Pinto, oui, son nombre de buts peut frapper l'imaginaire. Il a déjà 8 buts depuis le début de la saison, mais Thomas Chabot, quand tu lui parles de Shane Pinto, immédiatement, va te parler de son jeu défensif. C'est lui qui affronte souvent les gros trios de l'équipe adverse. Il joue en infériorité numérique. N'a pas toujours sa place sur une des 2 vagues en supériorité numérique avec Travis Green, mais Pinto réussit à offrir du bon hockey. Même chose pour des collègues du côté d'Ottawa vont dire que Dylan Cousins, c'est en montagne russe par rapport à son jeu à 5 contre 5, mais Cousins apporte quand même un apport offensif intéressant depuis l'absence de Brady Tkachuk. Puis tu en as besoin parce que tu ne peux pas remplacer Brady par un seul joueur. C'est un capitaine, c'est un meneur, c'est une voix importante chez les sénateurs. S'ils peuvent maintenir la barque à flot sans Brady Tkachuk, se garder tout près d'une place en série ou même, encore mieux, d'une place pour le portrait éliminatoire, bien, cette équipe-là sera en bonne posture au moment où le capitaine reviendra au jeu. Ce qui impressionne dans le cas du numéro 12, on parle souvent de son talent et tout ça, mais le IQ, son intelligence sur la glace également, un joueur particulier. Puis c'est sûr et certain que plus il progresse cette saison, plus on semble dire qu'il va devenir un incontournable pour l'équipe américaine. Ben, ça peut être dans les cartons, dans les plans pour l'équipe américaine. De là à dire un incontournable, ça reste quand même un pas à franchir. On parle d'une équipe excessivement talentueuse, beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience. Est-ce qu'on va oser laisser de côté un Vincent Trocheck? C'est possible. Même chose pour Chris Kreider. On parle de 2 attaquants qui sont susceptibles de peut-être glisser à l'extérieur de la formation. Mais il y en a un autre aussi du côté de Montréal qui connaît un très, très bon début de saison. Mais il n'est pas dans le même moule qu'un Shane Pinto. Là. On ne parle pas du tout du même type de joueur, mais Cole Caulfield qui a marqué 9 buts, qui se développe de plus en plus comme un ailier complet, peut être un joueur aussi attirant pour Bill Guérin, sauf que tu cherches un profil différent avec Pinto. Pinto pourrait venir te remplir une case d'un 4e centre sans aucun problème. Puis je ne veux pas être méchant en disant un 4e centre. Quand tu es 4e centre au sein de l'équipe américaine, tu es un fichu de bon joueur de hockey. Puis on peut se tourner vers lui aussi pour des missions défensives en désavantage numérique. Ce serait probablement à cet endroit-là, ce serait le pain et le beurre pour Shane Pinto avec l'équipe américaine. Excellent article sur Pinto. J'ai hâte que tu en fasses un sur Jake Sanderson parce que lui aussi commence à faire écarquiller des yeux. Là. C'en est un autre que j'aimerais. Ben, je crois que Jake Sanderson, il n'y a pas de doute. À mes yeux, il va faire partie de la formation américaine. Il a été bon à la confrontation des 4 nations. Puis il avait quand même obtenu son billet à la dernière minute. C'est l'absence de Quinn Hughes qui a permis à Sanderson de faire le saut avec l'équipe américaine. Tu sais, le bon vieux cliché, c'est que quand tu as une chance, tu dois la saisir. Bien, Sanderson avait été très bon pour l'équipe de Mike Sullivan. Même chose pour Thomas Harley, qui lui est arrivé en renfort pour l'équipe canadienne. Et je crois que quelques mois plus tard, Sanderson a sa place avec l'équipe américaine, comme Thomas Harley, qui vient de prolonger son contrat avec les Stars, à sa place du côté de l'équipe canadienne. Moi, je suis content, par exemple, des propos d'un Paul McLean, parce que ça fait longtemps que je le dis haut et fort. Jake Sanderson, à un moment donné, va remporter le Norris. Mais Paul McLean, à qui on parlait tantôt, il me faisait un peu des parallèles. Pas homme pour homme, mais certains parallèles entre ce qu'est Jake Sanderson puis un Erik Karlsson également à ses meilleurs jours. C'est vous dire que ce bonhomme-là a la chance vraiment de devenir un défenseur dominant. Je ne sais pas si tu le vois de la même façon à travers la Ligue, mais on doit quand même reconnaître la qualité du jeu de Jake Sanderson cette année. Bien, premièrement, c'est un patineur tellement fluide que oui, ça va lui permettre d'être un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Est-ce qu'il gagnera un jour le trophée Norris? On verra. Il y en a plusieurs très bons. Erik Karlsson était surtout dans ses belles saisons avec les Sénateurs, Karlsson était tellement créatif offensivement, mais on dirait qu'il était moins croche dans son territoire. Il compensait par sa combativité, son désir de vaincre. Dans les dernières saisons, là, depuis qu'il est parti d'Ottawa,
Je trouve que l'étoile d'Eric Carlson a quand même pâli. Ça reste qu'il va y avoir un jour sa place au temple de la renommée. Là, c'est un défenseur qui a tellement été bon offensivement, une saison de 100 points aussi il n'y a pas si longtemps. Sanderson, c'est un moule qui est différent. Oui, il peut être le cerveau en avantage numérique, mais à 5 contre 5, il est drôlement efficace. Il y a un bon partenaire aussi avec Artem Zub. Le top 4 à Ottawa, c'est peut-être pas le top 4 le plus sexy. On n'en parle pas à tous les jours. Ça reste un plus petit marché que celui de Montréal. Mais Sanderson, Zub et ensuite Chabot avec Nick Jensen. Quand Nick Jensen est à son sommet, c'est un très bon défenseur droitier pour aider Thomas Chabot dans les missions plus défensives. Donc, oui, les Sens ont quand même une bonne unité de défenseurs. Ils sont beaux à voir, on l'espère. Parlons un peu de la Ligue nationale de hockey en général. Puis, as-tu l'impression que cette année, je regarde un peu le classement, puis je comprends, là, c'est sûr qu'on est très, très tôt dans la saison. Montréal au premier rang, Détroit deuxième, t'as Tampa qui est septième, puis Boston qui est huitième. Dans la centrale, vous avez le Mammoth qui est premier, Minnesota qui est septième, Seattle deuxième dans la Pacifique. Est-ce que selon toi, c'est l'année où on va voir l'année des changements des forces à travers la Ligue nationale de hockey? Je vais rester prudent, mais oui, il peut y avoir un changement de la garde. Je regarde surtout du côté de l'Association de l'Est. Les voisins à Ottawa, le rival ontarien, les Maple Leafs, pourraient peut-être descendre au classement. Pas l'absence, mais la perte de Mitch Marner, c'était inévitable que ça devait faire mal aux Maple Leafs. On dirait qu'il y a une petite grogne aussi qui s'installe au sein de l'équipe. William Nylander, Anthony Stolarz, il y a eu quelques propos où Stolarz n'avait pas aimé les replis défensifs de Nylander. Ça, c'est jamais trop bon quand ça sort publiquement. Ça peut sortir quand les portes du vestiaire sont fermées, aucun trouble. Mais quand on arrive à l'étape où on le dit devant les micros, c'est une autre paire de manches. Le Lightning, je crois que le talent, la crème finit toujours par remonter à la surface, même si c'est une équipe qui est un petit peu plus vieillissante. À mes yeux, le départ, ça reste une erreur. Le Lightning devrait remonter au classement. Le CH, les Sénateurs vont se battre pour être parmi le top 3 de cette division-là dans l'Atlantique. Dans la métropolitaine, les Rangers, on est peut-être forcé de croire que la dernière saison, ce n'était pas une simple erreur de parcours, mais peut-être plus la réalité qui guette les Rangers. Est-ce que les Pingouins vont se maintenir? On verra. C'est un très bon départ, mais Nick, on se parle après 10, 11 matchs. Hier, on parlait avec André Tourigny, qui est l'entraîneur-chef du Mammouth de l'Utah. Autant il est heureux de sa fiche de 8-3. Il disait, respirons par le nez, il y a 11 matchs de jouer, il en reste encore 70. Ça reste que c'est des points précieux en banque, mais on devra maintenir cette cadence sur une longue période. Si tu regardes la division du Mammouth, la centrale, il y a de gros canons avec les Stars, l'Avalanche, les Jets, les Blues qui ont un mauvais départ, le Wild qui connaît également un mauvais départ. Donc, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur pour le Mammouth de l'Utah. Oui, Bear qui parle avec beaucoup de sagesse. En terminant, parlons du match de samedi, premier affrontement entre les rivaux naturels. On va-tu avoir droit à un match de série, selon toi? On devrait avoir droit à un bon match. Déjà, du côté du CH, Martin Saint-Louis a confirmé un départ pour Samuel Montembeault. On n'a pas voulu jouer au mystère concernant qui sera le gardien. On sait que Jakub Dobeš connaît un meilleur début de saison. Il est invaincu après 6 matchs. Il a gagné 3 des 4 matchs dans l'Ouest. On préfère y aller avec Montembeault. Question de le relancer. J'ai hâte de voir ce match contre les Sénateurs parce qu'au camp, il y a eu quand même des rencontres où ça débordait un petit peu. C'était assez émotif. Nick Cousins qui avait frappé Ivan Demidov avec un coup de bâton à la main. On n'a probablement pas oublié ce geste-là du côté de Montréal. Puis, c'est le collègue, tantôt j'écoutais Julian McKenzie. On a pris un verre de jus d'orange après la game lundi soir pour regarder le baseball, Julian et moi. Est-ce que le CH et les Sénateurs sont maintenant la meilleure rivalité dans la Ligue nationale ou en voie de devenir la meilleure rivalité? On parle de 2 jeunes équipes qui aspirent à pousser. Donc, ça risque d'être un bon match samedi. Intéressant, mais qu'on commence à parler de même, ça nous dit qu'on est rendu quand même à un certain niveau dans l'intensité des matchs. Oui, mais il y avait un niveau de fatigue aussi, Nick, parce qu'on était rendu à 2 heures du matin avec le match qui ne voulait pas se terminer. C'était lundi soir, ça, le marathon de 18 manches. Donc, d'ailleurs, j'étais heureux de voir que Julian semblait en pleine forme quelques jours plus tard.
Jean-François, un gros merci. Honnêtement, ce fut un très beau moment. J'espère qu'on fait ça très, très bientôt. Au plaisir, Nick. À bientôt. Jean-François Chaumont, mesdames, messieurs, du LNH.com. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.